effectivement, et vous avez déjà ma conclusion, donc je vous remercie, j'arrête là. Citoyennes, citoyens, chers amis, en octobre 1942, avec le titre Le frère juif Jean Zay, la revue antimaçonnique nommée Les Documents maçonniques consacre sous la plume d'un certain Louis Dutrieux un article de 6 pages mélangeant semi-vérité, fantasmes et mensonges pour orchestrer la chasse aux francs-maçons, aux républicains, aux libre-penseurs, pour attiser l'hostilité et la collaboration. L'heure est alors à la dénonciation. Ce tombeau de haine, où le nom de Jean Zay est accompagné de l'adjectif juif, entend dessiner la biographie de Jean Zay en l'inscrivant dans le grand complot judéo-maçonnique teinté de bolchevisme. Il va de soi. Selon Dutrieux, en 1940, Jean Zay, citation, ne tarda pas à voir que les Juifs risquaient fort de pâtir de leur agitation révolutionnaire et belliciste, donc il aurait fui par lâcheté. Les attaques contre Jean Zay ne se sont pas arrêtées à son arrestation. L'icône qu'il représente dans la presse et les cercles maurassiens, royalistes, fascistes, xénophobes, résonnent comme la revanche des anti-dreyfusages. Ils ont trouvé leur capitaine à détruire, d'autant plus que Jean Zay est le représentant de cette gueuse qu'il faut abattre. Le génie, la maturité, la pugnacité et les engagements de Jean Zay connaîtront autant d'effets miroirs, des charrettes de flétrissure pour en amoindrir les effets et la portée. Discréditer, salir, calomnier, comme la brochure du Centre d'action de documentation, ne suffit pas. Mais il est évident que les années de calomnie confortent les assassins de Jean Zay dans leur noir dessein. Cette brochure du Centre d'action et de documentation est le produit des rédacteurs de la Libre Parole, journal support des antidreyfusards sous la direction de René Drummond, puis en 1940, sous la direction d'Henri Coston. Il faut bien lire ces lignes où est ciblé Jean Zay. Je cite. C'est en effet sous le proconsulat du juif Jean Zay, ministre de l'Éducation dite nationale, dans le cabinet de Blum, de sinistre mémoire, que date l'invasion juive dans les universités de France. La juiverie internationale avait compris de longue date toute l'importance qu'il y avait à préparer le goy, dès son enfance, à admettre sans réserve toutes les théories juives et même à en faire le fervent défenseur de la race élue. C'est pourquoi les 13 juifs dont parlait la Libre Parole firent place à des milliers de congénères qui étalèrent sans pudeur leurs cheveux crépus et leurs nez crochus derrière les chaires de nos facultés, de nos lycées, de nos collèges, si bien qu'il faudrait aujourd'hui plusieurs volumes pour en faire une étude approfondie sur les professeurs juifs et leur action néfaste. Citoyennes, citoyens, quelle litanie! Quelle litanie qui endoctrine les miliciens. Ils s'endoctrinent entre eux, ils se convainquent ou pas d'ailleurs de la réalité de l'invasion et ils ne mesurent plus leurs mots. Jean Zay proconsul, la juiverie internationale, préparer le goy, la race élue, les 13 juifs rappelant la scène, donc qui est Judas, vous l'aurez deviné, les caractéristiques physiques, tout cela pourrait nous paraître aujourd'hui bien visible si des millions de femmes et d'hommes, d'enfants, j'ose dire des Jean Zay en puissance, n'avaient pas payé de leur vie, et si Jean Zay lui-même n'avait pas été assassiné. De son parcours, nous pouvons considérer que Jean Zay est un homme d'un courage étonnant. Quand on le lit, on se demande parfois si le doute l'a effleuré. A-t-il eu le temps de le tourmenter? Jean Zay est fidèle à ses serments, celui qui l'a fait rentrer en maçonnerie, comme à ses engagements, celui qui lui a permis de rejoindre la libre pensée. De manière générale, Jean Zay est surtout fidèle à son héritage familial. Et comme la réaction entend briser l'homme à travers ses engagements philosophiques et militants, il nous semble judicieux d'aborder la réalité de ces engagements, de déménurer dans la nuit opaque de la haine dégoulinante les zones de brouillard qui enfermeraient cet homme loyal et libre dans la prison des fantasmes conspirationnistes. Jean Zay, le franc-maçon, le libre-penseur, le radical, le ligueur, celle des droits de l'homme comme celle de l'enseignement, le député, le ministre, l'écrivain, le fils, le mari et le père. Oui, il fut tout cela. Oui, il fut tout cela, et pour comprendre l'unité d'un homme,
nous n'aborderons que son parcours maçonnique et son engagement comme libre penseur et comment ses actions ont puisé dans les enseignements de l'une et l'autre association d'hommes libres et comment ils l'ont forgé. Le 24 janvier 1926, à l'âge de 21 ans, il est reçu apprenti franc-maçon dans la loge Étienne Dolé du Grand Orient de France, à Orléans. C'est un premier pas vers la transmission, celle qui reçoit de ses pairs, celle qui reçoit de son père. Le nom de la loge en constitue le deuxième pas, Étienne Dolé, qui est ce martyr de la libre pensée. Cette loge qui se réunit à Orléans est composée de médecins, de journalistes, d'instituteurs, de militaires. 2 ans après son initiation, il passe le grade de compagnon le 22 janvier 1928, ainsi que 5 autres francs-maçons de cette loge, dont son père. En novembre 1928, le même groupe de 6 francs-maçons, dont son père, passe au grade de maître. Il est à noter que son père est initié en 1906 et qu'il est resté apprenti pendant 22 ans. Épisode de la Première Guerre mondiale inclus. Il est donc fort possible que Léon Zé, père de Jean, ait connu un temps de rupture ou de retrait avec cette loge, ou, travaillant sur lui-même, ait mis un très long silence, quelque peu assourdissant pour ses 22 ans. Ce qui est certain, c'est que Léon Zé a rompu avec le judaïsme et sera, comme le dit Olivier Bouc dans son ouvrage, enterré civilement au terme d'une vie de radical libre penseur. C'est un curriculum vitae dont a hérité Jean Zé. Dans cette loge, Jean Zé est le plus jeune. Il doit donc compter sur sa forte maturité, sur sa capacité à recevoir les connaissances, à les comprendre, puis à les transmettre. La loge Étienne Dolé puise ses racines dans une vieille tradition maçonnique orléanaise. En effet, de 1862 à 1885, vécut la loge Les Émules de Montion. Elle se divisera elle-même en 2 loges, à savoir les Émules d'Isis Montion, puis renommée le Réveil des Émules de Montion, et l'autre loge, La Véritable Amitié. Puis, cette rupture, cette division se retrouvera dans l'unité et retrouvera l'unité de ses membres par la création de la loge Étienne Dolé en 1902. De plus, elle combat sur le terrain de l'anticléricalisme, de la laïcité, de la promotion de la République, et la loge mère des Émules de Montion, plus comme vénérable maître Gaveau, homme politique de la région et militant de la laïcité qui travaillait à la laïcisation des écoles publiques. La loge Étienne Dolé est créée donc le 17 novembre 1902 à l'Orient d'Orléans, au rite français. C'est une loge exclusivement masculine, et le 5 janvier 1903, le Grand Orient de France délivre la patente constitutive. À sa création, la loge compte 210 membres. Avant d'essaimer avec la loge L'Indépendance, elle monte même jusqu'à 290 membres. Le temple de la loge est installé au 22 rue des Turcis jusqu'au 1er juin 1903, puis au 13 rue Étienne Dolé. Il restera le temple où a été initié Jean Zé, disparaissant en 1940. Au sein de sa loge, Jean Zé a traité des sujets suivants: la jeunesse, y a-t-il lieu de réadapter la doctrine, les méthodes et les institutions républicaines? Il a même écrit un vœu pour une autre loge concernant la gratuité des fournitures scolaires. Il est en cela déjà un homme de progrès, de réflexion, un élève de Dolé quelque part, devenu lui-même un praticien de libre examen. Il cherche à mettre en pratique tous les moyens pour que l'immense masse accède au savoir. Ce qui dominera son action philosophique et politique, c'est bien cette transmission que nous retrouvons chez les francs-maçons. Transmettre ce qu'il a appris de ses anciens, avec le fait que son père fut donc aussi franc-maçon, transmettre aux jeunes générations l'amour de l'apprentissage sans dogme et sans pression. En cela, Jean Zé reste entier jusqu'à la fin de ses fonctions politiques et sans opportunisme. En 1939, par exemple, il peut rester au gouvernement. Il décide de s'engager. Pourquoi ne pas rester au gouvernement lors de la mobilisation? Il explique: âgé de 35 ans, je désire partager le sort de cette jeunesse pour laquelle j'ai travaillé de mon mieux au gouvernement. À travers cette phrase, Jean Zé semble poser un regard à la fois pragmatique et fraternel sur les événements. Pragmatique parce que son œuvre au gouvernement ne peut plus servir la jeunesse face au choc de la guerre. Fraternel parce qu'il ne peut être ailleurs que là où sont ceux qu'il a cherché à élever à la connaissance.
La politique ne réside pas simplement dans le fait de gagner sur des dossiers, mais de le faire avec un humanisme qui permet à chacun de s'élever. En cela, il ne manquera pas d'aider les francs-maçons qui le solliciteront, comme il le fera avec les profanes, et son altruisme, sa bienveillance, ne se limiteront pas à la frontière de l'initiation. Et il ne bénéficiera pas, comme ses ennemis n'ont eu de cesse de le clamer, de Maurice Berger, qui était le député sortant et candidat face à Jean Zé dans la région d'Orléans, aux différents torchons antisémites d'un Coston ou d'un Maurras, de l'aide de ses frères maçons pour gagner une élection. Son talent et son programme seuls y pourvoiront. Il n'y a pas d'ailleurs, comme beaucoup le disent, ou comme certains le poursuivent, de messages cryptés ou cachés dans son parcours, tant en franc-maçonnerie que dans la libre pensée. Jean Zé ne donne pas des ordres, il ne donne pas des missions et des directives à une internationale masquée de francs-maçons ou de libre penseurs. Il détaille toujours ce qu'il veut faire, explique et cherche à convaincre sur le terrain des idées pour que l'action en soit un peu plus efficace. Jean Zé rejoint comme libre penseur les élus d'Étienne Dolé le 1er novembre 1931. Il aura fréquenté bien avant ce groupe de libre penseurs et il assistera d'ailleurs dès 1926 certainement au Réunion. Olivier Loub, ici présent dans sa biographie, rappelle que son adhésion, citation, ponctue cette évolution vers un athéisme ou du moins un agnosticisme résolu, entamé dès sa sortie de lycée, peut-être parce qu'il est désormais passé du côté du père, radical et franc-maçon, après avoir acquitté la dette d'affection maternelle jusqu'à la confirmation en 1922. Fin de citation. Nous pourrions ici ajouter qu'il s'agit, au-delà de son père, de la construction d'un homme libre qui, attaché aux enseignements familiaux, a réalisé aussi son propre parcours. Certes, il est le fils de son père, mais il sait aussi se défaire de cette construction de reproduction. C'est le propre d'ailleurs du libre penseur, qui ne naît pas libre penseur par héritage, mais qui le devient par le travail. Jean Zé a largement fait état qu'il était au travail dans toutes les associations, et ça il a déjà fait état, qu'il était au travail dans toutes les associations, partis et postes qu'il fréquentait. Il est fidèle aux traditions humanistes de la libre pensée et à la méthode développée par la libre pensée. Notamment dans ses instructions de 1937 et 1938, comme ministre, où il écrit « Former le caractère par la discipline de l'esprit et le développement des actions intellectuelles, apprendre à bien conduire sa raison en élève des héritiers du message socratique, Montaigne et Descartes, garder toujours en éveil l'esprit critique, apprendre à démêler le vrai du faux, à douter sainement, à observer, à comprendre autant qu'à connaître, à librement épanouir sa personnalité dans le souci de former des têtes bien faites, plus que bien pleines, bref, allumer un flambeau plutôt que remplir une coupe. Les professeurs doivent se garder attentivement de tout enseignement révélé, du dogmatisme, de la vérité acquise d'avance, des jugements tout à coup fait couler dans de jeunes cerveaux. Et si on y perçoit quelques éléments de langage, on comprend que les vérités acquises ne peuvent l'être sans passer au crible de la lumière de la connaissance, sans être le fruit du libre examen, du doute et de l'esprit critique. On ressent, à travers cette directive, la plume du libre penseur, du franc-maçon, mais c'est aussi le ministre dans toute sa dimension républicaine qui fait de l'école la chose publique, la chose commune, qui grandit là aussi l'œuvre scolaire et qui s'appuie sur l'héritage des humanistes. Jean Zé sait d'où il vient. Il sait comment il s'est construit dans la transmission de ses aînés. Il le rend et cherche aussi à reproduire avec cette vision, cette transmission, en allant toujours un cran au-dessus, toujours vers plus de lumière. La laïcité qu'il défend n'est pas l'apanage de la libre pensée, mais il revient bien souvent, et l'histoire l'a prouvé, aux libres penseurs organisés en groupe ou en fédération de la défendre et d'en faire la promotion. Jean Zé, par son action incessante, inscrit la laïcité dans les consciences, dans la loi avec talent et pédagogie. Une des conséquences résidant dans le redoublement des anathèmes des fascistes, comme Coston, c'est justement sa volonté d'inscrire la laïcité dans le paysage. Et Coston écrit la chose suivante, il dit « Son projet de réforme de l'enseignement était une reprise d'un plan conçu par les frères Maurice Weber et Marceau Pivert
et officiellement approuvé par la maçonnerie. Projet qui avait été étudié par le Comité d'études et d'action pour l'école unique en 1927, comité composé de plusieurs sectes maçonniques, dont le Grand Orient de France, la Grande Loge, la Ligue de l'enseignement, la Ligue des droits de l'homme et le syndicat des instituteurs. En 1936, Coston poursuit, le ZÉ au congrès du Front laïque tenu sous la présidence du très illustre frère Brenier, apporta le salut et affectueux cordial salutation au gouvernement du Front populaire et prit l'engagement de présenter très prochainement des propositions de nature à donner satisfaction aux revendications du Front laïque. Jean Zé, pour Coston, était aux ordres de la maçonnerie et de son chef, le juif Léon Blum, qui avait déclaré que l'idée de laïcité conduisait à l'idée de nationalisation ou monopole de l'enseignement. La laïcité, voilà donc l'ennemi pour les cléricaux. D'ailleurs, la libre parole, qui n'a rien à voir avec la libre pensée, puisque c'est un journal anti-maçonnique dirigé par Coston, établira des listes d'élus comme Jean Zé et en, je cite, faisant suivre leur nom de quelques notes biographiques sur les rapports avec l'horloge maçonnique et ses filiales, et le ghetto, par alliance, par affinité ou par obligation commerciale. Jean Zé sera de ceux qui ont été désignés à la vindicte par ces hommes-là. Jean Zé, on l'a vu et il a été rappelé tout à l'heure, et il le sera certainement même après, est attaché à la question scolaire. Proche des libres penseurs, il est certain qu'il n'a pu éviter la lecture du discours d'Émile Noël devant le Congrès mondial de Berlin sur le problème de l'éducation à la jeunesse, publié le 19 octobre 1931. Émile Noël dit la chose suivante, il dit « Les classes terminées en France, c'est à l'âge de 13 ans, où 90% des enfants rentrent dans les rangs du travail. Alors on conserve quelquefois ce qu'on a appris, quelques unités se fortifient, tandis que d'autres, tombés dans la fatigue du labeur absorbant, pénible, se laissent aller à l'ambiance de la fréquentation et parfois oublient. Est-ce leur faute? Celle de leurs parents? Sans hésitation aucune, je dis non, et j'ajoute, c'est celle de la société. Avec Jean Zé, ce sera comme une réponse avec l'âge qui passe à 14 ans pour obligation scolaire, comme une réponse avec la loi du 9 août 1936. La société alors prend ses responsabilités. Émile Noël le rappellera dans le même discours, les libres-penseurs promoteurs de progrès dont doivent bénéficier les individus ont pour devoir de décomprimer les cerveaux, de faire ouvrir les yeux vers la vraie lumière, pour préparer le règne de la liberté de conscience, d'arracher les enfants de l'ignorance dans laquelle ils sont tenus, par la dépendance dans laquelle les leurs le sont également. Avec ces circulaires et son engagement pour l'école publique, Jean Zé répondra à ces interrogations, pas spécifiquement à celles d'Émile Noël, mais il répondra à ces interrogations qui existent dans la société. Il répondra surtout aux aspirations émancipatrices de la jeunesse française. En cela, Jean Zé est un homme observant son époque, mais avec un train d'avance sur elle. Sur le terrain de l'antidogmatisme, la libre pensée, il a été rappelé, combat aussi ce qu'on appelle les chiffonniers de l'histoire que représente l'Église catholique. Celle-ci, depuis des millénaires, pille les traditions païennes, les transforme en mythes chrétiens, tout propres, tout neufs, habillés des doctrines et des encycliques papales. Ainsi, Noël n'appartient pas au peuple chrétien, il l'a volé aux antiques, aux paysans, observateurs de la terre et du cycle des saisons. En 1928, le groupe de Jean Zé, les élus d'Étienne Dolé, d'Orléans, avait organisé à la date du 11 décembre une jolie petite fête avec une conférence et un concert à l'occasion de son arbre de Noël. Là, les enfants des libres penseurs purent bénéficier des gâteaux, des bonbons et des oranges qui étaient accrochés à l'arbre. Ils purent aussi écouter Émile Noël qui fit, durant 1 heure et devant un auditoire très nombreux, une belle conférence sur la Noël antique. Banquier républicain, combat contre les dogmes et la puissance de l'Église catholique, promotion du libre examen et de la liberté de conscience, c'est sans aucun doute ce qui a conquis Jean Zé, cet esprit libre. Et c'est pour cela aussi qu'il a adhéré certainement à la libre pensée. Vous le voyez sur la fiche derrière moi, il a été rappelé tout à l'heure, séparer Jeanne d'Arc d'Orléans est quelque part une difficulté. Comment justement pouvoir la séparer? Pourquoi la séparer? La figure de Jeanne d'Arc demeure un des symboles de la lutte anticléricale.
l'histoire ne nous fait pas mentir. Dès qu'un politique entend utiliser la figure de Jeanne d'Arc, comme celle du nationalisme rassemblé, comme celle de la sauvegarde des traditions ou des racines chrétiennes de la France, la réaction est alors à la manœuvre. Et encore aujourd'hui, dans ceux qui tuent tous les partis, il y a aussi cette idée-là avec Jeanne d'Arc. Nous l'avons rappelé, la tradition anticléricale traverse des décennies des loges Monthyon-Adolé, mais aussi des groupes de libre-pensée. Les loges, pour leur part, le 8 mai 1907, avec la loge Dolé, et donc avec Léon Zé comme apprenti, protestent contre la forme religieuse donnée à la fête commémorative et la libération d'Orléans par Jeanne d'Arc. Citation, « Fille du peuple brûlée avec la complicité de l'Église », fermez la citation. Le 12 avril 1907, le président du Conseil Clémenceau décide que le concours des fonctionnaires de l'armée ne peut être accordé que dans le cas où le cortège du 8 mai est sinon laïque ou absolument neutre. Le 28 février, 120 francs-maçons en loge demandent l'unanimité que leur soit réservée une place dans le cortège. Le 4 mai, le maire d'Orléans accepte. Le 8, le défilé est un succès. Le Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France inflige alors un blâme à la loge Étienne Dolé pour non-respect du règlement général qui interdit toute correspondance directe avec le pouvoir public. En 1908 et 1909, la loge souhaite encore participer au défilé, mais le Conseil de l'Ordre s'y oppose. Ce conflit renforce dans la loge son opposition à l'Église et elle décide qu'envoyer ses enfants d'une école confessionnelle constitue alors un délit maçonnique. Voilà le positionnement des francs-maçons et voilà le positionnement du père de Jean Zé à l'heure. Il est tout de même utile de rappeler justement son appartenance à cette obédience au père de Jean Zé à ce moment-là. Toujours Jeanne d'Arc. Le vendredi 10 Saint de l'année 1925, deux groupes de libres penseurs, l'Air Nouvelle et les Émules d'Étienne Dolé, à laquelle appartiennent Jean Zé et Léon Zé, organisent un banquet familial commun. C'est encore Émile Noël, alors secrétaire général de la Libre Pensée, qui est invité à présider les travaux. Il y a les excuses du sénateur Ravier, libre penseur et franc-maçon, qui d'ailleurs travaillera avec Léon Zé et Jean Zé, et chacun des deux groupes appelle de leur vœu à l'unité des deux groupes d'Orléans. Puis, Émile Noël se lève pendant 3/4 d'heure et avec flamme et conviction prenante, parle de l'unité indispensable, de l'harmonie fraternelle que doivent réaliser les libres-penseurs convaincus. Il montre l'exemple d'unité de libres-penseurs d'Orléans en 1907, qui était aussi partie prenante de la bataille contre la cléricalisation des fêtes autour de Jeanne d'Arc. Et avec grande émotion, il rappelle qu'il est allé voir lui-même Clémenceau, qui l'aurait convaincu enfin de séparer justement cette fête civile de la fête religieuse. Toutes ces figures du combat contre les églises ou contre les monarchies que sont celles de Dolé ou de Jeanne d'Arc ont contribué à leur manière à véhiculer une symbolique, ont concentré le combat politique entre deux camps irréconciliables. Jean Zé a grandi au milieu de ces symboles, de ces figures et de ces combats. Mais de cet héritage, de cette transmission, il devra lui-même transmettre et s'émanciper par son travail. Notamment quand il construit toutes les mesures pour l'école, le métal dont il est constitué et l'alliage de sa propre éducation, de ses armes politiques, de ses échanges en franc-maçonnerie ou dans les groupes de libre pensée. On le voit notamment à travers tout ce qu'il a fait au niveau de l'école. La brochure, par exemple, de l'éducation enfantine de janvier 1994 rappelle que ce ministre du Front populaire ne s'est guère penché sur les questions spécifiques de l'école maternelle, sauf peut-être quand il s'agissait des classes enfantines incluses dans les écoles primaires. Il faut dire que l'action entreprise par Pauline Kermogard et Ferdinand Buisson suivait alors son chemin, et on imagine mal Jean Zé entravant cette progression lente mais sûre. La question des maternelles, ce que beaucoup considèrent comme une exception française, et la poursuite d'un autre travail républicain qui se questionne, qui est questionné, qui est construit, mais qui s'affirme tant dans les loges maçonniques que dans les groupes de libre pensée. D'abord, Pauline Kermogard, cousine germaine d'Élisée Reclus, anarchiste et libre-penseur, franc-maçon initié au Grand Orient de France, et la digne héritière des travaux de la libre-penseuse Marie-Pape Carpentier,
et de ceux de Maria de Rème, libre penseuse et fondatrice du droit humain. Dans son ouvrage d'éducation maternelle dans l'école qu'elle publie, elle écrit « La République n'avait pas encore eu le temps d'inviter les femmes comme les hommes à entrer dans le temple, et c'est un appel à l'universalisme qui fera et qui traversera l'œuvre scolaire de Ferry à Janzé en passant par Ferdinand Buisson. » Nous l'avons vu notamment à travers les photographies qui ont été diffusées tout à l'heure. Le fait que les jeunes filles puissent aller à l'école, là aussi, c'était quelque chose à laquelle Janzé était profondément attaché. Janzé se réclame intégralement de cet héritage et de ceux qui ont construit l'école de la République. Il en connaît l'histoire et son maintien au ministère de l'Éducation nationale démontre qu'il en a compris les arcanes. Il rappellera souvent que l'œuvre de Buisson fut pour lui très inspirante. Sur la laïcité, dernière partie, pour conclure, avec courage et pugnacité, il contribuera à protéger l'école des vicissitudes extérieures. Janzé, et je ne vais pas vous citer ces deux circulaires, il a été rappelé tout à l'heure qu'il n'y a pas de loi Janzé, mais en tout cas il existe encore deux circulaires Janzé. Janzé est un défenseur inconditionnel de la laïcité. Il parfait avec la circulaire du 15 mai 1937 l'œuvre de Ferry, Buisson, Briand, Jaurès. Et avec cette seconde circulaire, il indique, citation, « Ma circulaire du 31 décembre 1936 a attiré l'attention de l'administration et des chefs d'établissement sur la nécessité de maintenir l'enseignement public de tous les degrés à l'abri des propagandes politiques. Il va de soi que les mêmes prescriptions s'appliquent aux propagandes confessionnelles. L'enseignement public est laïque. Aucune forme de prosélytisme ne saurait être admise dans les établissements. Je vous demande d'y veiller avec une fermeté sans défaillance. » Fin de citation. Ceux qui l'ont attaqué hier et qui l'exécuteront demain poursuivent alors leur travail de ça, dénoncent ces circulaires. Il faut dire qu'ils en sont les premiers visés. Les laïcs, eux, applaudissent et donnent à Janzé la possibilité de s'expliquer. Dans ce travail de préparation, j'ai retrouvé un document de l'action laïque de Périgueux, journal produit par les laïcs sur la Dordogne, du premier trimestre 1938. C'est un texte de Janzé produit sous le titre « Neutralité scolaire ». Il explique la philosophie de sa seconde circulaire, qui est malmenée et que lui est amené à prendre contre les intrusions religieuses dans l'école de la République. Il dit la chose suivante. « Jamais nous n'avons senti avec plus de force, dans une heure où les passions, à côté des sentiments légitimes, s'exaspèrent parfois, combien il est nécessaire que soit respectée et maintenue la laïcité de nos établissements, garantie indispensable de la tranquillité publique et de la liberté. La tolérance, pour tout le monde, ne doit pas être un vain mot ni un piège. Cette préoccupation d'assurer la neutralité et de renforcer en même temps l'unité nationale conforme à l'intérêt de la jeunesse est un des objectifs que nous n'avons pas le droit de perdre de vue. Si je n'ai pas dit dans une récente circulaire que la propagande confessionnelle doit être bannie au même titre que la propagande politique, c'est parce que cela me paraissait évident, mais comme je l'ai constaté suivant le mot fameux, que si les choses vont bien sans les dire, elles vont mieux encore en les disant. Je signerai demain ou après-demain une circulaire qui précisera que si nous voulons maintenir la tranquillité dans nos établissements, il importe de proscrire avec plus de vigueur que jamais les insidieuses propagandes confessionnelles qui, par les voies les plus diverses, tendent à nouveau à s'introduire dans nos établissements. Là encore, nous devons être fidèles à la laïcité réelle et effective de nos établissements, en laissant ailleurs toutes les libertés, mais en garantissant à l'école la neutralité véritable et la mise à l'abri des sollicitations qui n'ont jamais cessé d'être déplacées dans les établissements de l'État républicain. Janzé, ministre de l'Éducation nationale. Le fait que l'Action laïque reprenne cette directive, cette explication de Janzé, c'est là aussi l'explication de la laïcité qui s'inscrit. C'est le parachèvement de l'œuvre de Jules Ferry, c'est le parachèvement de l'œuvre de Buisson, de Jaurès, de Briand, avec la loi de 1905. Janzé, c'est l'histoire de la transmission, pas simplement celle de son père, pas simplement celle de sa mère, ni celle à ses enfants ou aux enfants de l'école.
c'est la transmission aussi de cette ville d'Orléans. C'est la poursuite qui, de Jeanne d'Arc à Dolé, de Dolé à Janzé, retrouve cette liberté de conscience qui a fait l'histoire. En conclusion, nous pouvons nous interroger sur le fait que le parcours de Janzé demeure encore une interrogation pour les politiques, pour les citoyens comme pour les historiens. Attaquer, blesser, critiquer, moquer, insulter pour finir tué, pour finir assassiné, où est l'unité d'un homme qui a voulu tant transmettre à la jeunesse? L'unité d'un homme se retrouve aussi dans l'espoir, dans l'espoir qu'il entretient dans ses lettres écrites de prison. Notamment quand il écrit « Pour moi, la loi d'Azaïs, si elle est exacte, doit me donner confiance, autant d'années de malheur que d'années de bonheur. Car je viens d'achever mon 44e mois ici, or je fus 44 mois à Beauvau et à Grenoble. Donc, j'ai payé exactement. » Optimisme pour ses proches, optimisme pour lui-même, optimisme que nous pouvons aujourd'hui qualifier de faussé, certes, mais lui qui a bien compris la nature de l'ennemi et son goût immodéré pour la barbarie était fondamentalement un optimiste. Se savait-il d'ailleurs condamné à travers toutes ces lettres? Le lecteur attentif peut voir à travers ces lettres son éternel optimisme dans l'homme, dans la nature humaine. Il comprend les forces en jeu, comprend que les régimes fascistes, c'est la fin de la transmission, et espère que ces ténèbres disparaîtront pour faire place à la lumière et au mot de Kant qui dit « Le mouvement des Lumières est à la sortie de l'homme et la sortie de l'homme de sa minorité, dont il est lui-même responsable. » Minorité, c'est-à-dire incapacité de se servir de son entendement sans la direction d'autrui, minorité dont il est lui-même responsable, puisque la cause en réside non dans un défaut de l'entendement, mais dans un manque de décision et de courage de s'en servir sans la direction d'autrui. Sapere aude et le courage de te servir de ton propre entendement, voilà la devise des Lumières. Janzé résonne encore dans nos cœurs comme dans nos têtes, comme un espoir pour la jeunesse, une aspiration à toujours plus de lumière. Je vous remercie.